Cortina. Les Anglais l'avaient résumé comme ça. Et donc, en effet, on est dans une décennie très particulière, dominée par ce que Védrine, qui est un des rares responsables politiques de l'époque, avoir une certaine envergure, une certaine vision qu'on ne peut pas lui disputer, avait appelé l'hyperpuissance américaine, l'unipolarité, et puis effectivement à partir des années 2000, avec le Venezuela de Chavez, la Chine qui s'était toujours affirmée mais qui vient d'une certaine manière contrebalancer, alors peut-être pas de la façon la plus heureuse pour nous, l'hégémonie américaine, et puis bientôt la Russie. Et ce qui est significatif, c'est que de tous les adversaires des États-Unis, c'est sans doute la Russie qui est le plus durement attaquée. Signe que malgré ses difficultés démographiques, malgré sa puissance économique moindre que celle de la Chine, la Russie reste au cœur des choses, c'est-à-dire de ce grand espace européen dont les États-Unis ont toujours redouté qu'il s'unifie ou qu'il converge contre ses intérêts. Cet espace tellurique, si vous voulez, contre la thalassocratie anglo-saxonne, thalassocratie maritime et puis désormais financière. Les flux maritimes sont doublés ou remplacés même par des flux financiers. Donc par conséquent, ce qui a attiré mon attention sur Poutine et ce pourquoi je considère que, comme je le dis dans le texte, sa politique a une grande force démonstrative pour nous, pour comprendre notre époque, pour comprendre le point où nos élites nous ont fait parvenir, c'est que la Russie est véritablement au cœur de la lutte que mène l'atlantisme pour l'hégémonie mondiale. En ayant aussi bien, alors là pour le coup, on en parlait aussi tout à l'heure, des alliés en apparence paradoxales, des salafistes ou des djihadistes internationalistes en Libye, en Syrie et en Tchétchénie d'ailleurs à l'époque, l'affaire tchétchène est réglée, ou en Ukraine des ultranationalistes et même des nazis. Donc véritablement, je crois on se situe ici à un tournant. La multipolarité est en cours de construction. Elle n'est pas un fait acquis, mais croire que l'on peut obtenir la multipolarité par des incantations morales tout à fait creuses, qu'on peut obtenir la multipolarité sans que se constituent précisément ou se reconstituent des puissances alternatives, c'est se bercer d'illusions, parce que je veux dire que l'invocation de la multipolarité n'a rien de bien original. Tout le monde vous dira, dans les élites françaises, tout le monde dit qu'il est favorable à la multipolarité. Mais dès que cette multipolarité prend le visage d'une puissance qui s'affirme, qui fait valoir sa vision du monde et qui fait prévaloir ses intérêts, alors là, à ce moment-là, c'est scandaleux. C'est le droit international qu'on assassine, alors que le droit international, mais je pense qu'on va y revenir, encore une fois, est l'objet de toutes les tartufferies, puisqu'il exprime un certain état des rapports de force, en réalité. Bon, alors autant s'en aviser clairement, et essayer de voir parmi les principes de droit international existants, ceux qui permettent la plus grande coexistence pacifique et le plus grand co-développement. Mais prétendre qu'il y aurait une loi internationale que la Russie aurait bafouée, par exemple, en Crimée, c'est une absurdité, bien entendu, mais c'est une absurdité politiquement motivée. Oui, surtout, j'avais entendu un responsable russe, j'avais trouvé ça excellent, parce que de l'autre côté, les pays de l'OTAN nous précisaient, oui, la Russie ne respecte pas le droit international, et puis le responsable russe avait répondu, on est content que l'Occident s'aperçoive qu'il existe un droit international. Ah mais c'est Poutine lui-même. C'est Poutine qui avait dit ça, d'accord, c'est Poutine, voilà, c'est déclaration de Poutine. 18 mars. Voilà, c'est lui qui avait dit ça, voilà. Discours du 18 mars, marquant le rattachement de la Crimée à la Russie. Voilà. Oui, il avait dit, on est très heureux qu'ils se rendent compte que ça existe. Et donc il cite, par contre là, 2 résolutions de l'ONU qui stipulent qu'une déclaration d'indépendance, même si elle est contraire à la législation nationale en vigueur, alors que ce soit celle de la Serbie, que ce soit celle de l'Ukraine, n'est pas en tant que telle contraire aux normes du droit international. Parce qu'au fond, il y a 2 principes de droit international qui se font concurrence. Le principe de la souveraineté territoriale, l'intégrité territoriale des États, et puis le principe de l'autodétermination des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon.
Poutine est plutôt favorable au premier principe, c'est-à-dire à l'intégrité des frontières. Il l'a fait valoir en Libye, en Syrie, c'est-à-dire aux droits des États souverains tels qu'ils sont constitués dans leurs frontières. Simplement, il y a aussi un pragmatisme et une dialectique, parce que Poutine est un ancien du KGB, c'est un juriste, mais c'est aussi un judoka. Et c'est-à-dire que là, il a retourné le principe qu'on lui avait, parce que l'indépendance du Kosovo vise la Russie, c'est absolument évident, eh bien il retourne ce principe d'autodétermination des peuples, qui est stipulé en toutes lettres dans un certain nombre de chartes de l'ONU, pour le faire valoir en Crimée. Voilà. Mais il pencherait plutôt pour le premier principe, l'intégrité territoriale des États. C'est pourquoi d'ailleurs j'affirme et je montre, je crois, que la Russie est aujourd'hui, paradoxalement, parce qu'on n'aurait pas forcément pu le penser il y a 20 ans, compte tenu du précédent soviétique, est plutôt une force de stabilisation, d'équilibre multipolaire. Les aventures géopolitiques sont américaines depuis 15 ans. Ce sont des aventures avec des conséquences désastreuses, incalculables, qu'on mettra des décennies à mesurer. La Russie, au fond, est un ancien empire qui a tendance à se nationaliser, qui surveille son environnement proche, mais qui ne se lance pas dans des aventures inconsidérées. D'ailleurs, au fond, elle n'a fait que réagir. Oui, moi je trouve qu'ils se défendent, les Russes. Depuis 15 ans, ils ne sont pas justement dans une politique impériale de domination, c'est plutôt essayer de se défendre un peu. Je veux dire, c'est les États-Unis qui attaquent un peu partout et qui... Bien évidemment, oui. En Géorgie, c'était la réaction à l'entrée des troupes russes, géorgiennes. En Ossétie du Sud. Dans le cas ukrainien... En Géorgie, d'ailleurs, juste, on peut dire que l'OTAN a complètement reculé, c'est une reculade complète, parce que sur cette affaire de Géorgie, moi ce que je me rappelle, c'est Poutine qui dit si l'OTAN veut la guerre, ils auront la guerre. On a envoyé Sarkozy vite fait à Moscou pour aller boire de la vodka, et puis on a enterré pour enterrer l'affaire et dire on essaye un peu de ressortir la tête haute, mais finalement c'est une énorme reculade. Oui, parce que là il y a des éléments de langage qui me laissent toujours rêveur. Quand on a prétendu que Sarkozy aurait réglé le conflit, fait reculer Moscou, absolument pas. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont contrôlées par les Russes. Elles ont proclamé leur indépendance, elles sont reconnues par les Russes et quelques autres États, peu nombreux, puisque le rapport des forces mondiales effectivement penche toujours encore du côté atlantiste. C'est le cas pour la Transnistrie, la Russie n'a absolument pas reculé sur ses bases. Et quant à l'affaire ukrainienne, eh bien, elle y a même gagné un territoire. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus de bail à régler à l'Ukraine pour occuper la Crimée, puisque la Crimée est désormais rattachée à la Russie. Donc au fond, à chaque fois, il s'agissait de réactions, là c'est ma position, encore une fois, de réactions proportionnées, déterminées en fonction d'intérêts nationaux qui me semblent légitimes, et pas d'aventure, parce que, encore une fois, si la Russie devait se lancer dans des aventures, je vais en donner, tiens, à nos auditeurs, eh bien, elle envahirait l'Estonie, voilà, où il y a une forte population russe, il y a énormément de Russes en Estonie, 1 million à Riga, je crois, 1 million, voilà, je dis peut-être une bêtise, bon, il faudra revérifier, mais ça se situe dans cet ordre de grandeur. Zhirinovski, par exemple, qui est un leader nationaliste un peu baroque, disons, parfois même un peu comique et irresponsable, appelle lui à ce qu'on envahisse l'Estonie. Si la Russie devait se lancer dans un certain nombre d'aventures, peut-être qu'elle irait occuper le nord du Kazakhstan, où se trouvent également de fortes minorités russes. Si elle pratiquait une politique semblable à celle qui a prévalu dans des heures plus sombres, si elle considérait que partout où il y a des Russes, eh bien c'est la Russie, elle aurait le choix, parce qu'il y a 25 millions de Russes hors des frontières, puisque le démembrement de l'Union soviétique a laissé derrière les frontières de la nouvelle fédération de Russie un grand nombre, je vous dis, une vingtaine de millions de Russes. Certains sont revenus, c'était le grand espoir d'ailleurs pour régler le problème démographique que ce retour des Russes des frontières, comme ils les appellent.
C'était sans doute une illusion dont le gouvernement russe est revenu, privilégiant maintenant une politique nataliste, beaucoup plus active, avec des sommes, alors des sommes sanctuarisées, c'est-à-dire des allocations qui ne servent pas à acheter des écrans plasma, si vous voulez, qui sont dévolues, ce sont des chèques pour payer les dépenses de santé, d'éducation, les inscriptions à la fac, etc., des enfants. Bon, pour le deuxième et pour le troisième. Ça commence à porter ses fruits, je l'évoque dans le passage de l'ouvrage qui est consacré à ce point. Mais si la Russie voulait mener une politique strictement impériale ou impérialiste, elle ne ferait pas ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire des réactions proportionnées à des attaques pilotées par les États-Unis. Alors attention, je ne dis pas, parlons de l'Ukraine tout de suite. Ouais. Concernant l'Ukraine, il est bien évident que la partie ouest du pays, et là je crois que je n'apprendrai rien à nos auditeurs, est ukrainophone, anti-russe, pour des raisons historiques. Cette partie-là de l'Ukraine a appartenu à un royaume polono-lituanais, puis à l'Empire austro-hongrois. Cette partie-là du pays avait accueilli la Wehrmacht en libératrice. Oui. Bon. Faut bien le rappeler quand même. Oui. C'est important quand même. Même si, bon, du point de vue ukrainien, ça pouvait se comprendre, puisque la grande famine organisée en 1932-34 par Staline a laissé des traces effroyables, bien évidemment, dans la conscience et la mémoire ukrainienne. Et donc, par conséquent, les États-Unis ne peuvent piloter des troubles qu'en s'appuyant sur des bases réelles, c'est-à-dire qu'il y a bien une base nationaliste ukrainienne, hein, c'est indéniable. C'est d'ailleurs pourquoi ce type de déstabilisation, de révolution de couleur, comme on dit, n'a pas pris en Biélorussie, par exemple, parce qu'il n'y a pas de base. Il y a une opposition au régime de Loukachenko, ouais. Mais il n'y a pas de base ethnopolitique suffisante pour déstabiliser le régime. En ce qui concerne donc l'Ukraine, il est évident que c'est une vieille affaire, puisque en 2003 déjà, Poutine propose au président d'alors, Kouchma, un espace économique unifié avec la Russie. Une sorte d'union douanière avec un partenariat stratégique renforcé, etc. Là, les réseaux atlantistes, pilotés par George Soros, notamment avec Open Society, George Soros qui quitte la Russie en 2003, hein, c'est un des effets de la présence de Poutine à la tête de l'État, eh bien font donner les réseaux et s'appuient sur une base, parce qu'effectivement le gouvernement Kouchma, comme les suivants, était corrompu, effectivement il y a toute une partie de la population ukrainienne qui est anti-russe. Donc voilà, on opère le renversement de ce gouvernement et donc le projet d'espace économique unifié est abandonné. Et puis c'est relancé finalement l'an dernier. Et là il y a une tension entre ce projet-là et le projet euro-atlantiste. Voilà. Projet d'Union européenne. Il faut dire que Yanukovych n'a pas présenté dans toute cette affaire les qualités d'un homme d'État déterminé, avec une vision précise, puisqu'il a oscillé entre les deux. Et au fond, il a décrédibilisé la position plutôt pro-russe en Ukraine. Mais en l'occurrence, la réaction de la Russie a été proportionnée. Moi, à telle enseigne d'ailleurs qu'au mois de janvier-février, je m'en inquiéterais presque. Je me dis, mais il y avait une sorte de limite, on croit qu'ils allaient laisser faire. Qui me semblait étonnante. Je précise d'ailleurs que mes futurs lecteurs doivent s'attendre à ce que ma description de la situation ukrainienne s'arrête en janvier, puisque j'ai achevé la rédaction de cet ouvrage en janvier. J'ai voulu jouer le jeu et ne pas, au moment de la correction des dernières épreuves, ajouter des passages rétrospectifs. Donc je ne parle pas de l'indépendance de la Crimée et de l'évolution ultérieure. Moi je vous avoue que je ne la vois pas vraiment venir. Ce que je dis dans le livre, c'est que la Crimée était et demeure pour les Russes un enjeu stratégique majeur. Il y a la base de Sébastopol. La Crimée a été laissée à l'Ukraine, puisque Khrouchtchev lui avait attribué dans le contexte de l'Union soviétique comme une sorte, on ne sait pas trop, c'est très obscur. Hein, oui, parce que c'était rattaché à l'Ukraine, c'est ça. Rattaché à l'Ukraine. Les décisions se prenaient dans l'obscurité des couloirs du Kremlin. Là, seule une kremlinologie, comme on disait, très très fine, permettrait d'en comprendre les raisons. Peut-être Khrouchtchev, l'Ukrainien,
Voulait-il réparer en partie par cette attribution de la Crimée à la République d'Ukraine la grande famine que j'évoquais il y a quelques instants? On ne sait pas trop. Toujours est-il que cette cession s'était faite dans le cadre d'un État soviétique souverain, et par conséquent, ça paraissait sans conséquence. En revanche, oui, de cette façon, ça paraissait sans conséquence. En revanche, en 91-92, il y a un certain nombre de conseillers de Boris Eltsine qui lui disent mais et la Crimée, Boris Nikolaïevitch, parce que Eltsine avait posé le principe que les États seraient indépendants, États qui formeront la communauté des États indépendants, qui est devenue petit à petit, CEI, qui est devenue petit à petit une coquille un peu vide, en respectant le tracé des frontières internes de l'Union soviétique, puisqu'il y avait des républiques soviétiques, Union des républiques socialistes soviétiques. Et alors, ces conseillers lui ont dit mais que fait-on de la Crimée? Parce que la Crimée est historiquement russe, peuplée de Russes et de russophones. Il y a la base militaire et navale de Sébastopol. Très important. C'est un pont avancé sur la mer Noire. Et il a considéré qu'il fallait s'en tenir aux principes qu'il avait édictés. Il y a eu là une approche systématique, si vous voulez, qui n'est jamais bonne en politique internationale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand Poutine, on pourrait dire que Poutine se contredit, puisqu'il défend généralement l'intégrité territoriale des États, et puis il opère le rattachement de la Crimée. Oui, mais il y a une forme de pragmatisme. Encore une fois, on lui inflige l'indépendance du Kosovo au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Eh bien, il renvoie, je dirais, il l'avait dit d'ailleurs, il l'avait dit au moment de l'indépendance du Kosovo, lors précisément d'une réunion de la CEI, en présence de Mikhail Saakashvili d'ailleurs, le président géorgien, qui tire une tronche. Pas possible, parce que Poutine dit, ceux qui ont jeté la base, à travers l'indépendance du Kosovo, d'une déstabilisation des relations internationales et du cadre juridique international doivent s'attendre à ce que cette décision leur revienne comme un boomerang en travers de la gueule. Parce que Poutine, on pourra y venir tout à l'heure, a aussi un style très particulier. Je dois dire qu'il est souvent très drôle, dans un style absolument inimitable. Il y a aussi cette célèbre déclaration où il dit, au fond, je suis le seul vrai démocrate. Le problème, c'est que je n'ai plus personne à qui parler depuis Gandhi. Donc ça, d'une certaine manière, il égaye les relations internationales. Il y en a d'autres aussi, bon, à propos des poussières et autres. Enfin, bref, toujours est-il que la réaction russe a été proportionnée. Moi, au cours du mois de janvier, alors certes, au cours du mois de janvier-février, je me demande au fond où en est la diplomatie russe sur cette affaire. Que l'indépendance de la Crimée ou le rattachement de la Crimée ait été dans les cartons, comme on dit, c'est bien possible. C'est-à-dire que le regard sur la Crimée a toujours été extrêmement attentif depuis Moscou. D'ailleurs, le bail venait d'être reconduit, le bail sur la Crimée, la jouissance des installations militaires de la base de Sébastopol venait d'être reconduit en 2010, je crois, jusqu'en 2042. Donc je savais que la Russie ne pourrait pas abandonner la Crimée, mais le rattachement, si rapidement, à mon avis, a été commandé par l'enchaînement des événements, c'est-à-dire le massacre du 20 février, place Maïdan, le putsch, enfin le coup d'État, c'est-à-dire la proclamation d'un gouvernement non élu, qui n'est absolument pas représentatif de tout l'Est du pays, qui est russophone et russophile. Et puis enfin, ce fameux décret, ce qui démontre d'ailleurs la piètre qualité sans doute du personnel politique à Kiev aujourd'hui, parce que même de leur point de vue, ça n'était pas très malin d'abroger le statut officiel de la langue russe le 23 février. Et là, c'est le casus belli, et je pense que précisément, c'est le casus belli où la ligne rouge, puisqu'après tout, Poutine n'a pas déclenché de guerre, c'est quasiment sans un coup de feu, je crois qu'il y a eu un mort au cours du rattachement de la Crimée. C'est vraiment la ligne rouge qui provoque la réaction russe. Avec un certain doigté d'ailleurs, hein, on peut remarquer, il y a quelque chose d'inexorable dans ce processus, avec une grande maîtrise diplomatique qui vient clore une très belle saison 2013-2014 pour Poutine, puisqu'il y a eu l'affaire Snowden, où là aussi, tiens, rayons un peu, puisque le style poutinien est quand même inimitable. Poutine compare Snowden au dissident Andrei Sakharov, et puis dit non, on n'extradera pas Snowden vers les États-Unis parce que
de manière générale, la Russie ne refuse pas l'asile politique et surtout n'extrade personne vers des États qui pratiquent la peine de mort. Bon, voilà. L'affaire syrienne, le moratoire sur les armes chimiques, qui a fait reculer... il a été d'une fermeté sur la Syrie, parce qu'il n'a pas lâché, ça dure jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans quasiment que la Russie elle est droit dans ses bottes sur cette affaire. Tout à fait. Et ce qui est... Alors là, parlons un peu de nous, puisque j'ai dit que c'était un billard à 3 bandes entre la France consulaire, la Russie de Poutine et la France contemporaine. Je dois dire que pour notre honte, en tout cas pour la mienne, le gouvernement français, depuis Sarkozy déjà, est finalement plus atlantiste que les Américains. C'est paradoxal, c'est inattendu quand on connaît la tradition de politique étrangère de la France depuis De Gaulle, ou en tout cas sous De Gaulle, c'est absolument consternant. Oui, on avait vu Fabius vouloir aller faire la guerre, alors que les Américains même avaient dit qu'ils n'iraient pas intervenir. On avait vu Fabius dire oui, mais la France... Tiens, alors, en termes de démesure, je disais qu'au fond, la géopolitique et la langue diplomatique de Poutine est une langue, somme toute, assez rigoureuse, mesurée et ferme. D'ailleurs, au passage, les Russes apprécient beaucoup son style, la qualité aussi de son discours. Ça compte. On incarne un peuple aussi à travers sa manière de parler. Poutine succédait à Boris Yeltsin qui, sur la fin, ne parlait plus, était borborygmique. Gorbatchev avait un accent du Sud, si vous voulez, mais très très marqué, un peu comme si vraiment un Marseillais pur jus était à la tête de l'État. Ça peut être très sympathique, hein, on salue les Marseillais, mais si vous voulez, si tu veux, voilà, il y a une sorte de raillerie autour de Gorbatchev. Quant à Brejnev, alors Andropov était apprécié, on pourra peut-être y revenir. Brejnev, lui, bégayait sur la fin, etc. Bon, alors, par-delà le style particulier de Poutine, il y a une langue diplomatique qui est au fond une langue, je le dis dans le livre, westphalienne, c'est-à-dire les traités de Westphalie avaient institué le principe de l'intégrité justement des souverainetés territoriales et l'idée qu'on arrêtait avec les guerres de religion. C'est-à-dire qu'on arrêtait de dicter aux États le contenu de leur politique intérieure pour coexister, puisque précisément on faisait la guerre au nom de la religion. C'est le motif, si l'on veut, oui, de la croisade. Et d'ailleurs, Poutine qualifiera l'intervention en Libye de croisade à l'époque, en 2011. Oui. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on y revienne après. Oui, on va y revenir. Après. Mais donc, cette langue diplomatique, qui est celle de Poutine, est une langue, au fond, encore une fois, assez proportionnée, assez mesurée. Elle fait défaut à l'actuel gouvernement français, qui, disais-je donc, je reviens à ce point, est plus atlantiste que les Américains encore. Quand on entend Laurent Fabius dire « Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre », on a le sentiment qu'on largue les amarres ici avec la raison diplomatique. Ce n'est pas de cette manière qu'on conduit une politique étrangère. Et si j'interviens devant vous en mon nom propre, en qualité d'essayiste, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Marine Le Pen sur cette question. Marine Le Pen qui est très populaire en Russie d'ailleurs pour cette raison, qui a adopté une position d'équilibre sur l'Ukraine, mais aussi sur la Libye. Alors sur la Libye, même pas une position absolument claire quant à cette intervention, la jugeant désastreuse, puisqu'on y favorisait des courants islamiques radicaux, erratiques, aventureux, et au fond, il n'y avait rien là de conforme à l'intérêt de la France. Or, c'est l'intérêt de la France qui doit prévaloir dans nos conceptions géopolitiques. Où est l'intérêt de la France de dire que Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre? Vous voyez, là on largue les amarres. On est vraiment dans autre chose que dans une diplomatie rationnelle. On est vraiment dans une vision du monde messianique. Voilà. Et l'atlantisme porte une forme de messianisme. Ça n'est plus le cas de la Russie. L'Union soviétique était un régime messianique, c'est-à-dire qui portait une promesse internationale et qui tendait à exporter son modèle. Là, ça n'est plus le cas. S'il y a un modèle que la Russie de Poutine exporte, c'est celui de la souveraineté nationale. Donc au fond, que chaque État trouve les modalités de son propre développement sans se le faire dicter de l'extérieur. Tout à fait. Parce que là, c'est vrai que sur je vois que
On est déjà à la pause, c'est pour ça. On est déjà à la pause. Oui, parce que j'ai mon petit truc, ça passe tellement vite, ouais. Il a allumé la lumière, c'est notre petit truc. Bah oui, ça va passer vite. On va faire une petite pause, puis on revient juste après, parce que là, peut-être des questions. on va peut-être répondre à une question, Steph, une petite question du public, parce que là, ils sont dans le chat, ils ont pas mal de questions. J'en ai vu une justement qui disait, voilà, pensez-vous que les États-Unis veulent et ont besoin d'une guerre car leur système financier est obsolète et ne fonctionne grâce à la planche à billets, alors que la Russie, la Chine ont des économies dynamiques. Est-ce qu'il y avait une volonté, parce qu'on a vu en plus, c'est vrai qu'on a entendu Poutine dire qu'il voulait rompre avec l'hégémonie du dollar, oui, et sortir un peu du système dollar, et la Chine aussi a affirmé aussi vouloir sortir du dollar. Alors pour l'instant, ce sont des horizons, ce sont des déclarations d'intention, mais qui sont soutenues à mon avis par une conception générale de l'économie politique. C'est un des chapitres de l'ouvrage. C'est-à-dire reterritorialiser l'économie, juguler la logique des flux financiers erratiques sans contrôle, pratiquer un protectionnisme stratégique. Bien évidemment, il ne s'agit pas, contrairement à ce que disent les partisans du libre-échange intégral, de fermer les frontières à toute circulation de marchandises de manière indifférenciée. Il s'agit d'échelonner. D'ailleurs, le problème pour l'Ukraine, là, c'est que le projet Euratlantique aurait exposé la Russie à un afflux de produits, puisque la Russie a déjà une union douanière privilégiée avec l'Ukraine, qui aurait envahi le marché intérieur russe, compromettant sa santé. Puisque au fond, ça aurait été la pénétration de l'Union européenne et des produits. Bon alors, ils auraient sans doute pris des mesures, et de toute façon, là, c'est en cours. Donc, et puis la situation est instable, là, est latente. On peut pas en prévoir tous les développements. Sachant que l'Ukraine a une dette gazière à l'égard de la Russie, que la Russie réclame. Bon, là, on est vraiment que la situation de guerre civile latente et même parfois déclarée à l'est du pays est telle que, pour l'instant, je dirais, les choses sont en suspens. Mais effectivement, Poutine défend un modèle de développement économique national, souverain, protectionniste, avec des espaces de coopération, de solidarité. Alors il y a l'organisation de la coopération de Shanghai, avec la Chine. Il y avait donc la proposition d'espace économique unifié avec l'Ukraine. Mais tout cela dans l'idée qu'un État doit réguler les échanges, mais même faire un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il doit être l'acteur d'un certain nombre d'investissements stratégiques dans les secteurs névralgiques, principalement de l'énergie, des transports. Au fond, partisans qu'on a connu en France. En France, c'est ce que j'allais dire. Il nous fait une économie mixte à la française, c'est-à-dire les grands secteurs de l'État, les secteurs stratégiques appartiennent à l'État, et puis évidemment, voilà, on laisse aussi cette dose de libéral et de privé d'initiative. C'est une sorte de colbertisme à la russe. Alors là, et je pense qu'on fera la pause juste après. Je tiens à dire qu'il s'agit d'une analogie, pas d'une comparaison terme à terme, parce que bien évidemment il y a des différences profondes entre les pays, entre les cultures, les modèles économiques, les modèles de production, mais on peut faire un certain nombre d'analogies qui sont stimulantes pour la pensée et qui en outre se vérifient dans la pratique. Et en effet, il s'agit d'une sorte de néocolbertisme à la russe, avec sans doute une plus grande dépendance à l'égard du secteur énergétique, sans pour autant que la Russie soit victime de ce qu'on a appelé le syndrome hollandais, c'est-à-dire une contraction du marché intérieur sous l'effet d'une rente. La Hollande avait découvert des gisements de pétrole dans la mer du Nord, et au fond, ça avait contracté le marché intérieur et la production intérieure. Elle commence à se développer en Russie. D'ailleurs, la demande intérieure compte pour moitié du PIB depuis, je crois, 2007, mais je fais peut-être une petite erreur dans les chiffres et dans les dates. Donc, il y a bien sûr un primat de l'énergie, c'est indéniable, c'est une arme, mais dire que la Russie ne connaît qu'un développement de rente, c'est-à-dire avec le reste du marché intérieur qui sera totalement anémié, et puis le seul secteur stratégique qui se développerait, cela c'est faux. Voilà, et j'essaye de le montrer dans l'ouvrage. D'accord. Bon, on fait une petite pause, la régie elle est prête je pense. Voilà, on fait une petite pause et on revient juste après. Voilà, à vous la régie.
Voilà, de retour donc sur la libre antenne, toujours avec Yannick Jaffré. Et justement, on parlait de Poutine, son action, de son attachement au droit international, parce que ça, c'est quelque chose. Alors moi non plus, j'ignorais son passé de juriste, tu vois, mais ça, je trouve que ça explique beaucoup de choses, parce qu'il est très attaché, c'est vrai, Poutine, à cette notion de droit international. Droit international. Espagnol. Vous avez l'habitude pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc. Ouais, alors on reprend donc sur cette question du droit international. Il me semble que ça pose une question plus générale, celle des rapports entre la force et le droit. Un des axes de mon travail, c'est de montrer que nous avons, nous, Français, Occidentaux, dans le confort de la paix et des démocraties libérales, perdu le sens de la relation entre le droit et la force. Donc entre l'homme fort qui vient refonder une république, ceux qui traitent Poutine aujourd'hui de dictateur auraient été les mêmes qui auraient défilé sans doute en 1958 au cri de Gaulle dictateur au moment de la fondation de la Ve République. Sur le plan international, cette question se pose de manière encore plus accusée, puisque au fond, entre les États, il n'y a pas un droit civil au sens de celui qui peut régner à l'intérieur d'un État. On pourrait dire qu'il y a comme une espèce d'état de nature, c'est-à-dire que finalement ce sont les rapports de force qui vont déterminer le cours des choses, oui. Et les relations, si on se fait la guerre, si on ne se fait pas la guerre, si on coopère ou non. Par conséquent, il me semble que c'est dans cette tension entre le droit et la force que la figure de Poutine prend toute son épaisseur et tout son intérêt pour nous Français également. Alors on connaît la célèbre formule de Pascal, ou si on ne la connaît pas, je la rappelle. Il faut la justice sans laquelle la force est tyrannique, la force sans laquelle la justice est impuissante. C'est-à-dire qu'il faut une articulation des deux, bien évidemment. Et puis il ajoute, ne pouvant faire que ce qui est juste soit fort, on a fait que ce qui est fort soit juste. C'est-à-dire qu'au fond, il y a comme une espèce de primat de la force. Il faut d'abord qu'il y ait un ordre. Alors, bien évidemment, ça peut être un ordre tyrannique. Et c'est ce qui différencie l'homme fort républicain du tyran, du pur dictateur en ce sens-là, si vous voulez. Mais la force est nécessaire parce que sans l'installation d'un ordre, eh bien, c'est la guerre de tous contre tous, dans laquelle Hobbes voyait la caractéristique principale de l'état de nature. Alors entre États, il y a une forme d'état de nature. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de police internationale, parce qu'il n'y a pas d'état mondial, bien que ça déçoive Jacques Attali, qui appelle de ses voeux un état mondial dont le gouvernement siégerait à Jérusalem. Oui. Bon, il le dit. Il le dit, c'est lui qui le dit. Il le dit, donc on l'écoute. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs d'écouter attentivement un certain nombre d'oligarques, pour reprendre ce terme qui a occupé l'espace public russe dans les années 90-2000, parce que les plus arrogants, les plus sincères aussi d'entre eux, disent parfois la vérité sur leur système. Bon, il faut s'y rendre attentif. Donc, il n'y a pas de droit international de même nature qui puisse contraindre les rapports entre États, analogues ou même, semblables ou même analogues au droit civil qui règne à l'intérieur d'un État. Bon. Par conséquent, comment régler les relations internationales? Selon quels principes? Il y a bien des principes de droit international. Simplement, ils sont suspendus, donc, disais-je, je répète, au rapport de force. Poutine plaide plutôt pour la souveraineté territoriale des États, tels qu'ils sont constitués par l'histoire, mais s'il faut brandir l'autre principe, celui de la libre détermination des peuples, ou du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou de l'autodétermination des peuples, eh bien il le fait, mais en veillant à la forme légale de ce processus. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une proclamation sans référendum, sans processus, disons, légal, ou d'apparence légale, diront ses adversaires. Donc, par conséquent, ce qui est assez impressionnant chez Poutine, c'est ce mélange de rationalité diplomatique, parce qu'au fond, je le disais tout à l'heure, il tient un langage assez raisonné, quand on y est attentif. Alors, on brandit souvent sa première saillie, selon laquelle il se promettait d'aller buter les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes.
Bon, c'est vrai qu'il est capable d'une certaine brutalité. J'ai évoqué le boomerang du Kosovo qui reviendrait dans la gueule, je cite, des chancelleries occidentales. Et en même temps, il tient un langage rationnel. D'ailleurs, il y avait eu un accord avant la tuerie du 20 février à Maïdan, dont toutes les parties avaient accordé qu'il permettrait une transition démocratique vers un nouveau gouvernement pour l'Ukraine. Aujourd'hui encore, il plaide pour une fédéralisation de l'Ukraine qui permettrait de la maintenir dans son intégrité territoriale, d'éviter l'éclatement dans le sang et la guerre civile. Donc au fond, il n'y a pas vraiment de maximalisme dans la politique russe menée par Poutine. Il y a plutôt un certain sens de l'équilibre, mais également rapport entre le droit et la force, c'est-à-dire permettre la possibilité du droit, c'est-à-dire de la coexistence réglée, pacifique entre les États, et en même temps faire valoir l'intérêt national au besoin par la force. Et au besoin, c'est la situation intermédiaire, par le coup de force diplomatique. De ce point de vue-là, la Crimée a été, encore une fois, menée avec... le rattachement de la Crimée a été mené avec une grande maestria. Bon. Voilà. Mais il me semble que c'est dans cet entre-là, entre la force et le droit, que réside la singularité de Poutine et son utilité pour nous comprendre. Et c'est pourquoi aussi je nous renvoie à Bonaparte. Parce qu'on a oublié que les droits de l'homme dont nous jouissons, les libertés publiques auxquelles nous sommes attachés, elles ont une histoire. Et elles ne se sont pas imposées à coup de déclamations lyriques ou de pure protestation morale. Il y a eu des rapports de force. Nous avons, nous aussi, connu une guerre civile, une révolution qui a été violente, et le passage par un homme fort, une sorte de chef républicain, de chef charismatique, Bonaparte, parce que Bonaparte, c'est à la fois le consul qui réussit son coup d'État, le jeune général qui réussit son coup d'État pour devenir consul en Brumaire, mais c'est également le rédacteur, avec d'autres, mais celui qui est véritablement à la manœuvre pour rédiger le Code civil, qui crée le Conseil d'État, bref, ce qu'il a lui-même appelé les masses de granit du consulat, c'est-à-dire avec la création des préfets. Et au fond, l'ordre administratif napoléonien a quasiment survécu 2 siècles, ce qui est la preuve de sa solidité. Bon, et puis ensuite, il deviendra Napoléon, il se prendra pour Charlemagne, et en tant que patriote français, je n'y adhère plus, si vous voulez. C'est pour ça que je distingue bien Bonaparte consul de Napoléon empereur. C'est à Bonaparte consul que je compare Poutine. D'autant que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne me semblait pas que Poutine se lançait dans des aventures impérialistes inconsidérées, tandis que Napoléon, effectivement, avec cette France aux 150 départements, 140, je sais plus, là je fais peut-être une erreur, eh bien, me paraît avoir fait sortir la France du lit traditionnel de sa politique et sortir la politique française de l'époque d'un certain principe de mesure, notamment en Espagne. Bon. Alors d'ailleurs, tiens, je fais juste une remarque tant que j'y pense. Sur les données, j'ai évoqué tout à l'heure le syndrome hollandais, contraction de la demande intérieure sous l'effet d'une rente pétrolière. Je vais vérifier là pendant la pause, c'est à partir de 2004 que la demande intérieure prend le relais de la rente et pèse pour 85 à 90% dans la croissance russe, qui sera très élevée jusqu'à la crise de 2008-2009 et qui restera relativement stable. Là, effectivement, il y a une chute qui est liée à la crise actuelle. Ils sont à 1,3 je crois, mais ça il faudrait vérifier. Le problème demeurant que cette demande intérieure est davantage... il y a un déséquilibre, si vous voulez, dans cette demande intérieure entre la consommation qui est bien supérieure à l'investissement productif. Voilà. Donc je voulais le préciser. Par ailleurs, je ne vais pas ensevelir nos auditeurs sous des chiffres ou sous des données. Le livre est très détaillé à cet égard et il se concentre principalement sur la période entre 2000 et 2008 quand il s'agit de Poutine. Pour le consulat, je suis plus synthétique puisque Bonaparte est le comparant, si l'on veut, et puis Poutine le comparé. Voilà. Et puis je reviens à nous régulièrement, comme je le disais. Et alors on nous dit aussi justement Poutine, c'est vrai qu'il a créé un espace. Alors ça c'est quelque chose aussi qu'on avait abordé avec Pierre Hillard, l'Union eurasienne, voilà, un espace qui regroupe, c'est Victor Doumdoum qui nous dit ça, avec le Kazakhstan, la Biélorussie, etc. Une union supranationale. Et
Ça, est-ce que Oui, c'est pas c'est l'organisation du traité de sécurité collective. Voilà, mais c'est pas une perte de souveraineté quand même pour les États qui participent un peu à ce projet? Non, c'est une sorte de plateforme. Alors, de façon plus générale, Poutine tient une position intermédiaire entre les nationalistes russes, c'est un fait que les gens ignorent souvent, depuis l'Union soviétique, considèrent que la Russie, au sens propre, enfin disons, le territoire de la Russie et les Russes ethniques payent trop cher pour les autres entités fédérées.